Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour parler d'une découverte qui a été faite par Éric Charpentier. Donc c'est un ami, un collègue chercheur dans le domaine des mégalithes qui est du côté du Pilat et de Lyon. Et donc il a fait récemment une petite émission sur Nouria TV pour parler d'un complexe mégalithique en Ardèche du côté de Bidon. Et j'ai regardé cette émission et c'était vraiment très intéressant ce qu'il a découvert là-bas. Donc il fallait vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que c'est un cas d'école, et donc il faut que ce soit connu un petit peu plus, cet exemple-là, je pense, pour plein de raisons. Déjà, une première raison, c'est que avec son association, donc il a été extrêmement rigoureux, ils ont utilisé un GPS centimétrique pour aller relever les positions exactes des monuments, donc les entrées des dolmens, et la position d'un menhir particulièrement. Et donc, la découverte elle est vraiment particulière, puisque du côté de Bidon, il y a quelques mégalithes, et notamment il s'est intéressé aux trois plus beaux du secteur, qui sont en meilleur état, où il reste les dalles de couverture. Donc deux magnifiques dolmens, celui de Champ-Vermeil et de Pradinas, et le menhir de Grosse-Pierre. Et donc, autour, il y a quelques autres mégalithes, voilà, j'en ai repéré 4 autres autour sur la carte IGN qui sont référencés. Mais dans le secteur circonscrit aux dolmens qui sont ici au menhir, il n'y a que ces 3 monuments. On n'a pas à l'intérieur d'autres pierres. Donc dans un cercle qui encadre ces trois monuments, il n'y en a pas d'autres. Donc ça c'est important, parce que si on avait eu 50 pierres à l'intérieur du triangle, par exemple, dans la zone, effectivement on peut faire tout un tas d'assemblages un peu plus facilement. Là ici, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Nous avons dans ce périmètre que 3 monuments. Et ce qu'il a découvert est fascinant, puisque les 3 monuments, donc si on essaie de se positionner par rapport aux axes cardinaux, vous avez le nord-sud, l'est-ouest. Je l'ai placé volontairement ici sur le dolmen de Pradinas, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce triangle, donc on voit un petit peu mieux maintenant, c'est un triangle rectangle. Et ce qui est particulier, c'est que l'axe que vous avez ici de 44,35 entre le menhir de Grosse-Pierre et l'entrée du domaine de Pradinas, eh bien on retrouve le même angle du domaine de Pradinas jusqu'au dolmen de Champ-Vermeil. Et donc on a 2 fois le même angle, ce qui veut dire qu'en fait, cet angle-là est un angle droit. Donc on a un triangle rectangle ici. Donc ça c'est déjà très curieux, c'est une première chose curieuse. Mais en plus de ça, l'angle correspond exactement à la latitude du lieu, 44,35 degrés. Donc ça c'est vraiment étonnant. On a disposé ces monuments en fonction de la latitude, vraisemblablement. C'est étonnant, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment, je pense, le point de départ de sa découverte, et qui en amène ensuite beaucoup d'autres, vous allez voir, parce qu'il s'est intéressé également aux longueurs du coup de notre triangle rectangle. Et il a constaté qu'en utilisant ce qu'on appelle le pied romain, de 29,57 cm, eh bien nous avons 8900 pieds romains de 29,57 sur la longueur entre le menhir de Grosse-Pierre et l'entrée du domaine de Pradinas. Alors le pied romain, 29,57, ceux qui connaissent un petit peu cette mesure savent que très souvent on peut lire des valeurs qui peuvent être un peu plus grandes. On peut lire 29,63, 29,62. Alors, il a évoqué une raison, hein, pourquoi est-ce qu'il existe un pied romain plus petit. Il a parlé justement de quelque chose d'important dont on ne parle pas assez souvent, donc je vais en profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus. Mais effectivement, il semble qu'il ait existé chez les pieds romains des adaptations à partir d'une mesure linéaire. C'est-à-dire que nous avons un pied de référence, et certains arpenteurs et géomètres, pour leur travail, étaient obligés d'utiliser un pied romain plus court ou plus long pour pouvoir faire correspondre leur géométrie sur une sphère, alors que, au départ, ils ont tracé sur un plan. C'est donc tout le problème de l'adaptation d'un plan à la sphère qui courbe les angles et qui modifie sensiblement les distances, qui fait qu'on va jouer sur des variations de la longueur du pied romain pour adapter notre géométrie. Donc on va le voir justement parce qu'on a un exemple concret extraordinaire ici. Et donc ce pied de 29,57, alors il a raison de signaler que pas mal d'historiens le considèrent comme étant la référence, c'est le cas des Français, notamment puisqu'en France il semblerait que dans le livre qui s'appelle les arpenteurs romains, sur les arpenteurs romains,
eh bien les auteurs, donc Gérard Fouquet notamment, expliquent que la référence c'est 29,57, c'est la valeur du pierre romain. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'autre côté, on va retrouver 6100 pieds romains, donc de 29,57. Alors, ces deux valeurs, 61 et 89, hein, qui sont donc en hecto-pieds romains, si vous voulez, 61 et 89, il fait remarquer que c'est deux nombres premiers. Et je pense que c'est effectivement pertinent, parce que les nombres premiers, c'est quelque chose qui semble être utilisé par les bâtisseurs mégalithiques, pour tout un tas de raisons. C'est quelque chose qui leur permet, si vous voulez, de relier parfois de la géométrie, d'insister sur quelque chose. C'est le sentiment que ça donne. On sent qu'ils insistent en ayant une redondance de nombres premiers. Et je vous propose de regarder un petit extrait d'un film qui s'appelle Contact, avec notamment l'actrice Jodie Foster, qui joue le rôle d'une jeune femme qui est passionnée par l'écoute des signaux venant de l'espace. Et un jour, elle capte un signal qui vient du ciel, et ce signal, ce sont des sons qui s'enchaînent avec des temps de pause. Et au bout d'un moment, elle constate quelque chose, c'est que la répétition des sons indique des nombres premiers. Il y a des temps de pause, et ensuite on repart et on compte un certain nombre de sons, et ça correspond à des nombres premiers. Et je vous laisse regarder ce petit extrait, et on se retrouve juste après. 22 stations dans le monde nous ont confirmé le signal. Vega est actuellement au-dessus de l'horizon. Alors ce que nous entendons, c'est le signal de l'alignement d'antenne. Il faut mettre les spécialistes du décryptage sur le coup. Lunacharsky rend visite à Caltech. Expliquez-moi, si la source du signal est si sophistiquée, pourquoi employer l'arithmétique? Exactement, pourquoi ne parle-t-il pas notre langue? Parce que 70% de la planète ne parle pas notre langue. L'arithmétique est le véritable langage universel, sénateur. Ce n'est pas une coïncidence, ils emploient des nombres premiers. Je ne comprends pas. Les nombres premiers. Des nombres entiers qui ne sont divisibles que par un ou par eux-mêmes. Voilà, donc j'espère que ce petit extrait vous a plu. Donc vous comprenez qu'effectivement, les nombres premiers, c'est quelque chose qui permet de faire du codage. C'est un outil de un outil pour crypter de l'information, notamment. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est que ces mesures en pierre romain, donc de 8900 et de 6100, si on les mesure en mètres, si on additionne ces deux longueurs, ça nous donne 4435 mètres. Donc là, c'est tout à fait étonnant, puisque c'est exactement la valeur en mètres de la latitude du lieu et des angles qui ont été marqués ici par rapport à l'axe est-ouest et au nord-sud. Donc ça, c'est vraiment une curiosité absolument bluffante. Comment c'est possible que ici, les arpenteurs qui ont fait cette géométrie, qui ont installé ces mégalithes, aient également tenu compte de la mesure métrique. C'est tout à fait étonnant, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une preuve de l'emploi du mètre par ces bâtisseurs. Alors, si vous en êtes sceptique, si vous en doutez encore, je vais vous montrer ce que Eric a découvert en plus, qui est fascinant. C'est que la longueur ici de l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est 3183 mètres. Et que par conséquent, si je trace un cercle qui a ce diamètre, eh bien notre cercle va mesurer exactement 10 000 mètres. Et c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, la mesure 3183, puisqu'on la retrouve notamment sur les îles des Orcades. C'est les dimensions du cercle des Stone of Tennis que j'ai eu l'occasion d'aller mesurer. Et je peux vous garantir que le diamètre de ce cercle, c'est 31,83 m, plus ou moins 1 ou 2 cm. Et il en est de même avec le cercle de Stonehenge en Angleterre. Donc sur des sites majeurs qui sont des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, eh bien Stonehenge et les Stone of Tennis sont des cercles de pierre de diamètre 31,83 m, donc de périmètre 100 mètres. Ok? Donc en fait c'est extraordinaire parce que ces trois monuments ici viennent nous donner des informations de géodésie et ils nous délivrent en fait deux unités de mesure, le pied romain, le mètre, et le tout lié par des nombres premiers, 61 et 89. C'est tout à fait curieux, absolument extraordinaire. Donc vraiment c'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps de parler de cette découverte qu'il a fait, parce que c'est un véritable cas d'école de comment les peuples mégalithiques ont fait une sorte de codage dans leur structure. Alors je sais pas si c'est un code ou s'ils font ça parce que c'est quelque chose qui les anime foncièrement, qui leur apporte une certaine satisfaction.
de relier ainsi la terre et le ciel avec les nombres, hein, comme quelque chose de transcendant. Mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est pas du tout quelque chose qui était envisagé jusqu'à maintenant. Donc on n'est pas dans une implantation aléatoire de ces monuments. Il y a une intention d'architecture à grande échelle. Et cette architecture est en relation avec la Terre. Ici, on en a une preuve absolument flagrante. On peut aller un peu plus loin, si vous voulez bien, puisque je vous ai parlé du fameux pierre romain, qui semble effectivement ici être 29,57, qui peut être différent de ce qu'on peut lire parfois. Pourquoi? Eh bien, en fait, les arpenteurs romains, ou les arpenteurs de tous les temps en réalité, lorsqu'ils ont tracé un plan, par exemple d'une ville ou des rues, sur des longues distances sur une carte, et qu'ils doivent le transposer sur la Terre, ils font face à un problème. La Terre étant ronde, la géométrie qu'ils auront dessinée va se déformer. Et de fait, on va avoir des longueurs qui à un moment donné vont être trop courtes, des angles qui à un moment donné vont être trop petits ou trop grands, et donc on a un problème et il faut trouver une solution pour s'adapter. Et une des solutions, à mon avis, c'est justement d'adapter les mesures, et on va voir comment. Les Romains, par exemple, ils utilisaient 625 pieds pour faire une longueur d'un stade. Alors au passage, le stade, c'est 1/10 du mile nautique, qui est une mesure en relation avec les dimensions de la Terre en base 60. C'est une minute d'arc, le mile nautique. Alors pourquoi les Romains utilisaient 625 pieds? Je me suis souvent posé cette question, c'est marrant qu'ils aient choisi de faire 625 pieds pour un stade. Et en fait, je pense que le nombre 625 est extrêmement important en géodésie, car il permet d'effectuer des corrections pour implanter une géométrie plane sur une sphère. On va voir comment. Imaginons que l'on trace une ligne plein est à 90 degrés d'azimut pendant 10 km. Une fois qu'on est arrivé au bout, on va remonter plein nord, azimut 0 degré pendant 10 km. Théoriquement, si je veux revenir au point de départ, je vais tracer un angle 45 degrés sur 14 142 mètres, c'est-à-dire 10 km fois la racine de 2. Et bien si je fais ça, sur un papier, ça marche. Si je fais ça sur la Terre, ça ne marche pas. Je vais me retrouver à côté. Et de combien je vais me retrouver à côté? Je vais me retrouver à côté d'environ un 625e qu'il va manquer sur cette longueur-là, ici. J'ai un 625e qui me manque. Environ 16 mètres. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Ce rapport 1,625 permet en fait de nous adapter à la géométrie sphérique. C'est une méthode, un peu comme on a une fraction comme 22 par 7 pour calculer la circonférence d'un cercle. Le rapport 1,625 est une des méthodes utilisées par les arpenteurs, probablement. Et donc la division en 625 pieds pour un stade, pour obtenir un dixième de mile, de 1852 mètres, qui vaut 10 stades romains, 10 fois 185, enfin 10 fois, oui, 185,2 mètres. Donc, mon pied romain de 29,62, si je le divise par 625, que je multiplie par 624, autrement dit, je lui enlève un 625e, il mesure 29,57 cm. On retrouve ici le pied romain que Eric a découvert. Et qui est cité par de nombreux auteurs. Donc, on comprend pourquoi il existe en fait une mesure qu'on appelle le pied linéaire, on pourrait l'appeler comme ça, ou le pied de l'arpenteur. Alors il y a d'autres auteurs anglais, donc John Michell et Robin Hess, des anglais, qui ont travaillé justement sur les mégalithes en Angleterre, et ils avaient déjà dans les années 90 commencé à découvrir que les arpenteurs avaient utilisé des rapports comme ça pour s'adapter à la taille de la Terre, et notamment à la latitude à laquelle on se trouve. Et dans leur travail, ils évoquent différents rapports, notamment un rapport de 440 à 441, et on va voir un peu quelles conséquences pourrait avoir ce deuxième rapport, puisqu'en fait c'est un rapport important aussi. Par exemple, si j'avais tracé en fait la figure géométrique en utilisant un pied de 29,62 et avec pour objectif d'avoir une hypoténuse qui mesure 31,83 mètres. Enfin voilà, 3183 mètres sur notre triangle. Et bien en fait nous aurions eu ceci, c'est-à-dire que les traits blancs ici, eh bien ce sont des distances un peu plus longues du coup. Et donc on aurait placé le dolmen ici, puis en partant vers l'autre dolmen, on serait retrouvé avec un dolmen un peu plus haut ici. Et ensuite, lorsqu'on aurait voulu rejoindre le menhir, le point de départ, eh bien nous n'aurions pas eu 3183 mètres, mais 3190.
Ok? Et donc, en réduisant la valeur du pied de 29,62 à 29,57, eh bien, on est parvenu à obtenir ce qu'on voulait avoir sur l'hypoténuse, 3183 mètres, c'est-à-dire le diamètre d'un cercle qui vaut 10 000 mètres. Donc là, vous avez concrètement un exemple de l'adaptation en fait, des arpenteurs qui vont jouer avec la longueur des mesures pour s'adapter à la Terre. Et parfois, donc, ce rapport de 441, ou de 440 sur 441, qu'on peut lire dans les textes de John Michell et Robin Hayes, et bien, en fait, il est assez logique, puisque si je fais 624 divisé par 441, autrement dit un stade moins un pied, eh bien, j'obtiens quasiment la racine de 2. Autrement dit, c'est le rapport qu'il y a entre le côté d'un carré et sa diagonale, comme on vient de le faire tout à l'heure dans la diapo précédente. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi utiliser, dans certains cas, selon ce qu'on veut faire, une réduction ou une augmentation de la mesure d'un rapport 440 à 441, 624 à 625. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend si on veut conserver des angles, conserver des mesures, ça dépend dans quel sens on va construire la géométrie. Et donc, c'est quelque chose d'un petit peu technique, mais ce sont des méthodes d'adaptation simples, pratiques à utiliser. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose effectivement dont il faut qu'on parle un petit peu, parce que on en parle assez rarement, mais c'est des éléments importants, effectivement, de la science de ces anciens bâtisseurs, et ça montre qu'ils étaient des arpenteurs extrêmement futés. Alors bien sûr, c'est pas les Romains qui ont installé les dolmens. Donc cette science, elle vient d'avant, bien avant. Et les mégalithes, globalement, c'est même avant l'époque des pyramides. Donc c'est assez surprenant de voir ces mesures-là de pieds romains sur des monuments qui sont avant l'époque des pyramides, par exemple, avant les Grecs, avant les Égyptiens. Donc il y a une continuité étonnante de cette science dans le temps. Et pour terminer, Eric montre quelques petites données statistiques pour évaluer la probabilité de sa figure géométrique. Et ce que on peut dire, c'est que effectivement, quand vous avez 3 points dans votre cercle, eh ben, c'est imparable. Il y a absolument, c'est impossible que cette figure soit là par hasard. Alors on peut toujours ergoter à la marge, dire ouais, mais autour il y a quelques monuments à côté. Effectivement, il y a 4 monuments à proximité. Et on peut les intégrer si on veut dans le calcul statistique pour voir que ça ne changerait pas grand-chose. Voilà, ah oui tiens, j'avais oublié donc du coup de dire que les 3190 mètres qu'on aurait obtenus avec un pied trop grand, si je veux les ramener à 3183 ici, eh bien j'utilise le rapport 441 à 440. J'avais oublié de faire apparaître la petite info. Voilà, ce qui est logique en fait, puisqu'on utilise ce nombre-là ou 625 pour passer du côté d'un carré à la diagonale. Donc, si on fait un peu de probabilité, sur le site en question, donc il y a 7 mégalithes, voilà, à proximité de, on va dire, notre triangle en tout. 3 pour le triangle et 4 autour. Ce qui permet de dessiner en théorie 35 triangles. Le triangle découvert par Eric est précis. L'erreur ne peut pas excéder 0,05 degrés. C'est voilà, l'erreur maximum qu'on pourrait essayer d'envisager, mais je pense qu'on est en dessous. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un triangle rectangle parmi 35 avec ce niveau de précision? Pour ça, c'est simple. L'angle d'un triangle avec la marge d'erreur déterminée ici, elle est comprise entre 0,05 degrés. Donc, si on avait un triangle avec cet angle-là, ça serait un triangle très pointu. Ou 179,95, on aurait un triangle quasiment tout plat. Presque en alignement. Et donc, en fait, il y a 3598 angles possibles. Et donc voilà, 0,05, un angle, 0,1, le deuxième angle, 0,15 le troisième, et ainsi de suite. Et donc, ça en fait presque 3600. Donc, la probabilité déjà d'avoir un triangle rectangle parmi 35, c'est environ une chance sur 103. C'est difficile, une chance sur 103, vous savez. En science, on dit que pour une probabilité de 1 sur 20, c'est significatif. 1 sur 100, c'est vraiment très très significatif. Mais là, c'est juste pour le fait qu'on ait un triangle angle droit. Parce qu'on n'a pas que ça. On a aussi le fait que le triangle est tourné d'un angle équivalent à celui de la latitude du lieu. Donc ça aussi, on peut l'estimer.
Donc la probabilité que le triangle soit orienté d'un angle égal à la latitude du lieu, c'est le même principe. On reprend un niveau d'erreur de 0,05 degrés. Il y a 1800 angles entre 0 et 90 degrés, ce qui nous fait une probabilité de 1 sur 3800 d'avoir un triangle rectangle tourné exactement comme la latitude. Et donc, la probabilité d'avoir les deux conjointement, ben, tout simplement, on multiplie ces deux probabilités, ce qui va nous donner une probabilité de une chance sur 185 000 d'observer un triangle rectangle parmi les 35, et qu'en plus ce triangle rectangle soit tourné d'une valeur égale à la latitude du lieu. Et là, je ne vous parle même pas des mesures, qui en empire romain vous donne 61 et 89 qui sont en premier, dont la somme ensuite en mètres nous donne une valeur en mètres équivalente à la latitude, et dont ensuite l'hypoténuse sur le diamètre d'un cercle qui vaut 10 000 mètres. Si j'intégrais tout ça, on est à une chance sur peut-être des millions ou des milliards. Donc on est face à un véritable cas d'école qu'a découvert Eric. Et vraiment, ça vaut le coup qu'on en parle, qu'on partage ce qu'il a fait, parce que c'est une découverte remarquable. Il y a plein de cas d'école comme ça, il y en aurait d'autres. Howard Crowell cite régulièrement dans ses conférences des cas d'école exceptionnels. Donc là, il y en a un. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est pas en Bretagne, c'est ici en Ardèche, voilà, donc sur d'autres sites mégalithiques. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, cette science mégalithique que Howard Crowell a déterrée, qu'il a compris en Bretagne, eh bien, les principes de cette science se retrouvent disponibles sur d'autres sites mégalithiques un peu partout en France, en Europe et probablement dans le monde. On n'a pas encore étudié tout ce qu'il y avait dans le monde en termes de géométrie, mais à chaque fois qu'on se penche sur les sites mégalithiques, on découvre les mêmes principes astronomiques, les mêmes principes géométriques, les mêmes principes métrologiques, la même science des nombres. Donc voilà, c'est une chose extraordinaire qui évidemment fait grincer beaucoup de dents. Hein, il y a des gens que ça rend presque hystérique, mais on n'y est pour rien, hein. C'est pas notre faute si les anciens avaient fait ça, et si la plupart des savants modernes n'ont pas été en mesure de le voir. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Allez voir un petit peu aussi ce que fait Eric, allez voir sa conférence si vous voulez sur ce qui est sur Nurea. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vais mettre le film Orcade, la connexion égyptienne sur YouTube, juste pour les vacances. Rendez-vous samedi 17 décembre, je crois, à 19 h. Allez, merci à tous et à bientôt.